Salut tout le monde et bienvenue pour cette deuxième partie de notre cours portant sur les otites moyennes aiguës, dans laquelle on abordera successivement les formes cliniques, l'évolution, les complications, les principaux diagnostics différentiels et finalement le traitement et la surveillance adéquate aux otites moyennes aiguës. Juste une toute petite remarque avant de commencer. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma première vidéo sur le même thème, donc sur les otites moyennes aiguës, je vous invite à la regarder avant celle-ci, afin de suivre une bonne chronologie du cours pour bien le structurer en tête, donc ce qui facilitera sa compréhension et son assimilation. Premièrement, pour ce qui est des formes cliniques des otites moyennes aiguës, elles sont variées, et cela est dû à la prise en compte de plusieurs facteurs. Pour cela, on peut observer des formes selon l'âge, des formes selon l'étiologie, d'autres formes selon le terrain, donc liées à un terrain particulier, d'autres formes typiquement otoscopiques et finalement des formes particulières qui sont les formes récidivantes. Premièrement, les formes selon l'âge. Elles sont divisées en deux catégories, celles spécifiques du nouveau-né et du nourrisson et celles du grand enfant et de l'adulte. Pour la symptomatologie de celle du nourrisson et du nouveau-né, elle est peu spécifique. Elle est faite d'agitation, de convulsions, une hypo, voire une hyperthermie. Mais le plus souvent, elle se traduit par une altération de l'état général. Donc, le diagnostic d'otite moyenne aiguë peut passer inaperçu. Petite remarque, ce qu'il faut garder à l'esprit est la fréquence des atteintes bilatérales à cet âge-là. Donc, une fois le diagnostic d'otite moyenne aiguë est retenu chez un nourrisson pour une seule oreille, il sera plus judicieux de répéter cet examen otoscopique à 24-48 heures pour détecter une atteinte bilatérale probable. Deuxième partie, celle du grand enfant et de l'adulte. La symptomatologie est faite d'otalgie, qui est le maître symptôme, à type d'épingle au fond de l'oreille, qui peut provoquer des douleurs insomniantes, plus ou moins une hypoacousie, qui traduit une baisse de l'acuité auditive, des bourdonnements des oreilles, une instabilité, voire des troubles de l'équilibre. Plus ou moins aussi des autophonies, qui consistent à entendre sa propre voix anormalement élevée. Deuxièmement, les formes selon l'étiologie. Elles sont basées sur des signes d'appel clinico-otoscopiques qui orientent vers l'étiologie la plus probable. Premièrement, en faveur d'une otite à Streptococcus pneumoniae, ou plus fréquemment connue sous le nom du pneumocoque, devant une fièvre élevée ou une otalgie intense. Ces deux-là font suspecter une origine streptococcique dans 50% des cas. Deuxièmement, en faveur d'une otite à Haemophilus influenzae, devant le syndrome d'otite conjonctivite, qui est probablement rare dans 10% des cas, mais très en faveur de l'Haemophilus influenzae dans 70% des cas. Troisièmement, l'otite grippale, devant l'apparition brutale, l'évolution rapide avec apparition de lésions bulleuses et hémorragiques à l'otoscopie. Dans ce cas-là, la parasynthèse est contre-indiquée car il existe un risque accru d'otite nécrosante, ce qui est vu dans la scarlatine. Troisièmement, les formes selon le terrain. Certaines otites moyennes aiguës ont tendance à survenir chez certains terrains fragiles, notamment les diabétiques et les immunodéprimés, chez qui l'évolution est très lente avec une tendance à la récidive et aux complications redoutables, du fait que leur statut immunitaire est déjà affaibli. Quatrièmement, des formes typiquement otoscopiques, qui sont décrites par certains praticiens au cours de leur pratique courante. Premièrement, la myringite bulleuse hémorragique. Deuxièmement, des otites granulomateuses. Troisièmement, une otite cloisonnée. Et finalement, le bombement du quadrant postéro-supérieur. Quatrièmement et finalement, les formes récidivantes, qui sont à distinguer des formes traînantes, dont l'argument de distinction est basé sur la normalité de la membrane tympanique entre les épisodes d'otite, pour ce qui est des otites moyennes aiguës récidivantes, tandis qu'il y aura persistance d'anomalies tympaniques au cours des formes traînantes. Ces formes récidivantes sont favorisées par certains facteurs, dont le tabagisme passif, les crèches, la carence martiale, le reflux gastro-œsophagien, les allergies, les fentes vélaires et vélopalatines, la trisomie 21 et finalement l'immunodépression. Ils sont prévenus par, premièrement, l'éviction de ces facteurs déjà cités, donc des facteurs favorisants, l'adénoïdectomie, l'antibiothérapie alternée et prolongée dans certaines indications très particulières. Pour ce qui est de l'évolution de cette pathologie, l'évolution spontanée de l'otite moyenne aiguë suit ces trois stades classiques de congestion, collection et finalement perforation.
sous un traitement bien conduit. Cette pathologie qui est l'otite moyenne aiguë guérit habituellement sans séquelles. La fièvre et l'otalgie disparaissent rapidement. Mais il faut prévoir un examen de contrôle en fin de traitement pour vérifier la normalité de la membrane tympanique. Il faut savoir qu'un épanchement liquidien rétrotympanique aseptique peut persister jusqu'à 2-3 semaines, mais ça sera sans valeur pathologique. Donc maintenant, on va citer les critères de guérison d'une otite moyenne aiguë. Premièrement, la disparition des signes généraux, marqués par l'apérixie, qui est l'absence de fièvre. Deuxièmement, la disparition de douleur, au bout de 3 à 4 jours. Troisièmement, l'absence d'autorée, qui est l'écoulement, au bout de 5 à 10 jours. Quatrièmement, l'autoscopie qui sera normale, avec un tampon normal au bout de 15 jours, avec une restitution morphologique et fonctionnelle. Cinquièmement et finalement, l'audition qui sera normale. Concernant les complications des otites moyennes aiguës, j'ai fait exprès de les diviser en 3 volets afin de faciliter leur apprentissage. Petit a, les complications endocrâniennes. Ce qu'il faut souligner, qu'ils sont devenus très rares, mais on va les citer quand même. Premièrement, les méningites autogènes. Deuxièmement, des abcès cérébraux et cérébelleux. Troisièmement, la thrombophlébite du sinus latéral. Petit b, les complications exocrâniennes. Premièrement, la mastoïdite aiguë. Deuxièmement, une labyrinthite otitique. Troisièmement, des vertiges, nystagmus, surdité de perception. Quatrièmement, la paralysie faciale. Et finalement, cinquièmement, l'échec d'antibiothérapie et une otite d'évolution prolongée. Il faut souligner que c'est l'étiologie la plus fréquente de nos jours. Petit c, les complications générales, prédominées par des déshydratations aiguës et des convulsions hyperthermiques. Les diagnostics différentiels. L'analyse otoscopique peut poser des problèmes en cas de, premièrement, d'une otite séreuse. Il existera un épanchement rétrotympanique chronique, mais ça sera sans signe d'infection aiguë de l'oreille moyenne. Deuxièmement, devant une otite externe diffuse. Mais dans ce cas-là, l'otalgie sera exacerbée par la mobilisation du pavillon et le conduit auditif externe sera inflammatoire. Le tympan est macéré, mais les reliefs sont conservés. Et finalement, troisièmement, devant une myringite aiguë, le tympan sera inflammatoire, souvent recouvert de flictène hémorragique, mais les reliefs aussi dans ce cas-là seront conservés. Finalement, on va entamer le volet de prise en charge, traitement et surveillance des otites moyennes aiguës. Premièrement, les buts du traitement. Lutter contre l'infection, prévenir les complications et éviter les séquelles et les récidives. Les armes thérapeutiques au cours de cette affection seront divisées en 2 volets. Premièrement, le volet médical, qui comportera essentiellement l'antibiothérapie, qui va dépendre essentiellement de l'âge de l'enfant et de la gravité des signes cliniques, associés à certaines thérapeutiques. Premièrement, la désinfection rhinopharyngée, qui sera pluriquotidienne au sérum physiologique pour éviter la stagnation des sécrétions nasales. Deuxièmement, des antalgiques associés à des antipyrétiques qui seront utilisés à la demande en fonction de la fièvre et des douleurs, éventuellement en alternance. Et troisièmement et finalement, les gouttelettes auriculaires qui sont indiquées dans certains otites à visée antalgique, surtout très efficaces dans les formes congestives. Mais attention, elles sont formellement contre-indiquées en cas de perforation tympanique. Le deuxième volet est le volet chirurgical qui sera représenté essentiellement par la parasynthèse. L'antibiothérapie au cours des otites moyennes aiguës. Elle n'est pas recommandée si cette otite est juste au stade de congestion. Ou bien c'est une otite purulente mais peu symptomatique chez un enfant avec un âge supérieur à 2 ans. Contrairement à cela, elle est formellement recommandée et d'emblée aussi si cette otite moyenne aiguë est purulente se présentant chez un enfant avec un âge inférieur à 2 ans, ou bien si cet enfant a un âge supérieur à 2 ans mais qui se présente avec une symptomatologie bruyante, évoquant une infection par le pneumocoque. Donc, l'enfant va se présenter soit avec une fièvre très élevée, soit avec une otalgie aiguë. L'antibiothérapie probabiliste, recommandée dans les otites moyennes aiguës de l'enfant, avec un âge supérieur à 3 mois. En l'absence d'allergie au bêta-lactamine, on va utiliser l'amoxicilline acide clavulanique.
ou bien céfuroxime. En cas de présence d'allergie au bêta-lactamine, tout dépendra de son âge. S'il a un âge inférieur à 6 ans, on va utiliser l'érythromycine. S'il a un âge supérieur à 6 ans, on va la remplacer par la pristinamycine. Pour le volet chirurgical, il est représenté par la parasynthèse ou myringotomie, qui est un geste chirurgical réalisé à l'aide d'une aiguille stérile sous microscope binoculaire dans le cadran antérieur ou postéro-inférieur du tympan. Ce geste chirurgical ou parasynthèse aura des indications précises. Premièrement, symptomatiques. On va l'effectuer en cas d'otite moyenne aiguë hyperalgique ne répondant pas aux antalgiques. Deuxièmement, bactériologique, si on aura des complications des otites moyennes aiguës, déjà citées, ou bien en cas d'otite moyenne aiguë persistante malgré l'antibiothérapie bien conduite, ou bien en cas d'âge inférieur à 3 mois, et finalement chez un terrain immunodéprimé. Et finalement, comme conclusion pour notre cours, l'otite moyenne aiguë est une affection fréquente, surtout chez les nourrissons. Elle est étroitement liée à une atteinte rhinopharyngée. Devant l'émergence des résistances du pneumocoque et de l'Haemophilus influenzae, il est nécessaire d'affiner le choix d'antibiothérapie, au besoin après un prélèvement du pus rétrotympanique. J'espère que le contenu vous ait plu et que je vous ai simplifié le cours au maximum. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et pourquoi pas, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Salam!